je tenais à faire cette table ronde parce que nous avons ici des entrepreneurs qui, pour moi, sont un peu hors du commun. Je le dis comme je le pense, hein, c'est pas pour les flatter. Ils me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas un grand flatteur. Mais aussi bien Antoine Motte, qui depuis de nombreuses années poursuit avec passion sa stratégie de démocratiser l'habitat pour tout un chacun. Et ça, c'est très important pour moi. Les valeurs, que pour Antoine Rinuit, qui a aussi à peu près les mêmes valeurs, je dirais même les mêmes valeurs, pas à peu près, dans la robotique. Et Marc Bagur, qui représente mes amis d'Erudite. Erudite, ils vont se présenter après, mais qui est une des sociétés en France à traiter réellement l'ensemble de la chaîne de valeur vocale du langage naturel. Et je vois le langage naturel dans les années qui viennent, à mon sens, travailler en conjonction, si on peut dire, avec ce que vous faites, messieurs. Alors, quelques mots sur vous avant qu'on rentre un petit peu dans le sujet. Je vais commencer par Antoine Motte. Ben merci Dominique, merci pour l'opportunité et ce super stand SBLM que tu as réussi à monter avec beaucoup d'énergie, je pense, et avec Jean-Marie que j'ai croisé. Nous, Construction 3D, nous sommes une entreprise maintenant PME, on peut dire, de 25 personnes qui s'est montée sur les 7 dernières années sur une idée qui est d'utiliser la robotique pour imprimer des murs, couche par couche, sur la base des compréhensions qu'on avait eues sur la première société que j'ai créée qui s'appelle Machine 3D, qui fait de l'impression 3D petit format, on va dire. Mais on a fait le même en grand pour le bâtiment. Et là, l'enjeu, c'est d'aller vite, de faire du sur-mesure et d'utiliser des produits les plus locaux possibles. Donc, on va avoir quelques slides pour vous montrer. Mais cette machine qui est là derrière, elle représente bien ce qu'on fait de mieux. Incroyable. Je vous remercie tous les deux, franchement. Je connais l'énergie que ça prend pour amener des engins comme ça, où que ce soit dans le monde. Merci vraiment d'être venu avec vos engins. Merci surtout à mon équipe. Moi, je suis venu un petit peu les doigts de pied en éventail, comme on dit, mais ils ont fait ça avec courage, effectivement. Et donc, oui, c'est une machine qui imprime couche après couche. Et donc, là, on en est à notre 3e bâtiment pour nous. Et on en est à 13-14 machines dans le monde. Donc, pas beaucoup en France, malheureusement, et c'est tout le but d'un salon comme ça, c'est de montrer que ça existe, que c'est possible, que c'est aujourd'hui, et que c'est pas demain, quoi. Mais ce garçon est fou, parce que acheter 11 000 m² de terrain, construire la citadelle, hein, c'est bien ça, la citadelle du savoir, des savoir-faire, voilà, des savoir-faire, construire ses propres bâtiments avec ses propres machines. Je trouve ça dingue. On va les imprimer, on va les peindre après. Voilà. Mais Antoine, qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre cette démarche? C'est quoi ton drive? Je suis vraiment intéressé par savoir c'est quoi ton drive. Outre l'aspect technologique, vous êtes 2 ingénieurs, bien évidemment, mais c'est quoi ton drive? Qu'est-ce qui t'amène à faire tout ça? Avant, j'aurais dit la passion, mais j'ai lu un bouquin qui m'a dit que c'était pas ça. et en vrai, c'est un enchaînement de circonstances. J'ai fait ingénieur ICAM à Lille. Je suis sorti, j'étais pas très confiant dans ce que je devais faire. J'ai fait du bâtiment pendant 8 ans chez Bouygues et chez Vinci, qu'on voit ici, des très très gros. Et après, j'ai monté une boîte un peu sous l'impulsion de mon épouse qui voulait que je fasse autre chose que de passer mes heures pour les autres. Et j'ai trouvé l'impression 3D comme étant débutante en 2013, comme étant intéressante à développer. Et avec l'impression 3D classique, j'ai disrupté des secteurs dont j'avais aucune notion. Le dentaire, la podologie, la chirurgie, le médical en général. Les secteurs comme l'architecture, les maquettes, les chaussures. On travaille avec des Décathlon, des Vuitton, des choses comme ça. Donc, dans chaque métier, l'impression 3D était en train de transformer les métiers. Donc, se poser la question pour son propre domaine de compétences passé, qui était pour moi le bâtiment, c'était en fait logique. Et donc, ayant une épouse philippine, en ayant vu le besoin de logement qu'il y a partout dans le monde, je me suis dit pourquoi pas. Et au début, c'était presque une blague, essayer d'imprimer des bâtiments avec des imprimantes géantes. Et en réfléchissant un peu plus loin, en ayant les bons associés, qui sont toujours les miens aujourd'hui, Antoine, Axel, Didier, que tu connais, oui. Ils m'ont montré le chemin, parce que
cette vision, elle est là, mais la technique derrière, elle est difficile, elle assemble énormément de savoir-faire ensemble. Et donc ces gens-là, je les ai trouvés au fur et à mesure. Et puis maintenant, on en est à une machine qui n'est plus un prototype, qui devient une série et qui est l'Apple II de Steve Jobs. Enfin, c'est pas celle en bois qu'on avait il y a 3-4 ans, mais ça commence à être un truc qui marche. Et quand même, d'un projet initié il y a combien de temps? 5 ans maintenant? 5-6 ans? Un peu plus. Les idées, c'était la vidéo qu'on a publiée sur YouTube, c'était 2015. Donc avec le bras qui se balade. D'accord. Alors c'était que du virtuel à l'époque, mais on a bien suivi le rythme. Donc 7 ans après, bah, ça existe. Mais ça fait plus qu'exister, parce que c'est français et en plus, tu es quasiment aujourd'hui dans les grands formats reconnu comme étant le leader mondial. On doit être dans le top 3 des fabricants de machines d'impression de bâtiments, mais c'est encore une niche tellement réduite que qui sait dire dans 10 ans qui sera encore là, quels acteurs ont fait les bonnes croissances et avec les bons clients, avec les bonnes attentes et les bonnes ambitions. C'est vraiment les débuts d'un secteur, donc il faut rester raisonnable, avancer comme on sait faire dans le Nord en humilité, et pas survendre les choses. Et les premiers qui testent, ils doivent être contents de l'expérience. Donc on peut pas survendre le produit, surtout pas. Ça c'est ma vision. On a des concurrents américains qui sont valorisés 2 milliards de dollars là maintenant, et ils n'ont pas le début de notre technologie. Et leur usine a brûlé à Thanksgiving. Ils ont touché 57 millions de dollars la semaine d'après pour aller imprimer sur la Lune, et avec un format de machine qui est le nôtre. Alors que toi, et je le sais parce qu'on se connaît bien, tu rames, passe-moi l'expression, pour trouver des financements publics. Disons que... Non, là, je peux pas laisser dire ça. En France, on a un vrai soutien aux startups, à la recherche. Je pense que ça marche encore quand on sait les réclamer, quand on a des supports. Je vois Sandrine Dansette là-bas, les gens à l'Aglo de Valenciennes qui m'ont accompagné, les différents BPI, ADEME, etc. Alors, ils sont pas toujours ouverts à tout, ils sont pas toujours simples à pratiquer, mais je pense qu'il y a une vraie force en France, c'est de pouvoir passer un projet de 0 à 1. Par contre, de passer de 1 à 100, là, ça devient plus compliqué. Donc, c'est là, maintenant, on sent bien que s'il y a du marché, ça marche, mais c'est pas les Français qui achètent, quoi. C'est l'étranger. Donc, oui, parce que tu le vis, là. Hein, on est tout le temps dehors. En France, tu as vendu une maxi printer, alors qu'à Dubaï, c'est à l'étranger. À Dubaï ou ailleurs, tu as vendu... On a dépassé les 10, 11, 12. Les 10. Il faut dire aussi qu'à Dubaï, il y a une loi qui oblige, d'ici 2030, à avoir 25 ou 30% de construction en cimentaire. Hein. Alors, à la base, je ne la croyais pas, cette règle, parce qu'elle paraissait folle. Mais oui, 2030, un quart des bâtiments doivent être imprimés en 3D à Dubaï. Et ça, ça a été annoncé à l'événement qu'on vient de faire à la fin de l'année dernière, au Big Five. C'est le gros salon, c'est le BIM du bâtiment en zone arabe, on va dire. Et ils ont dit ça devant les plus gros promoteurs de la Terre, quoi. Emar, Damak, les gens qui ont fait le Burj Khalifa, les gens, ils sont comme ça. Et ils arrivent sur ton stand avec les caméramans, avec les micros, en disant c'est ça qu'on va faire, et ils savent même pas de quoi ils parlent, quoi. Donc ils sont presque too much, quoi. Non, mais c'est quand même, c'est là quand même où on voit, comme tu dis, je suis assez d'accord avec toi sur l'innovation, sur le démarrage. On a les outils qu'il faut, mais après pour passer à l'échelle, là il nous manque, je pense, à la fois les moyens et à la fois les compétences peut-être aussi, parce que ça nécessite des compétences particulières pour passer à l'échelle au niveau international. Ça se fait pas comme ça, là, et ça prend pas dans les livres. Non, ça ne s'apprend pas dans les livres, effectivement. Il y a des success stories, tu en es une aussi. Il y a des gens qui peuvent nous guider, il y a des entrepreneurs clés. Moi, j'ai comme client OVH, ils sont en train d'essayer. Alors, c'est pas facile non plus pour eux, hein, mais ça, c'est des vrais moteurs. Donc, plus on sera nombreux, comme tu es en train de le faire en fédérant les gens ici, à défendre le Made in France et d'une certaine façon une technologie intelligente pour les hommes, on arrivera à apporter quelque chose. Mais il faut effectivement scaler. Pour ça, il ne faut pas avoir peur d'aller loin. Je veux dire, si j'avais
Là, on vise une usine à Dubaï, on vise une usine à Singapour, donc ça va aller très vite en fait, parce que les clients ils sont pas chez nous. Donc pourquoi les fabriquer ici aussi? La question se pose. Donc pour l'Europe, on a déjà l'usine en France, mais pour les autres continents, bah, on va faire comme Tesla, hein. On va aller créer la fabrication là où elle est demandée. Alors, un autre point qui m'impressionne aussi dans ton développement, Antoine, c'est que tu as choisi d'être maître de ton capital et de rester maître de ton capital le plus longtemps possible. Tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Je pense que ça vient en lien avec ce qu'on disait. On n'arrive pas à passer à l'échelle de 1 à 100 parce que les gens qui financent, je vais peut-être en froisser un ou deux, mais ils sont trop gourmands. Donc, ils capturent la valeur et du coup, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur a envie de s'investir quand il a pris un billet et qu'il est plus maître à bord? Le cadre fiscal, le cadre économique en France facilite celui qui sort. Donc, faut se rendre compte de ça. Moi, j'ai la vision, c'est la boîte de ma vie, donc j'ai pas envie de ça. Mais c'est plus simple de sortir. Ah oui, non, mais c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder lors d'une table ronde ici avec des financiers, parce que je vous informe quand même, je ne sais pas si vous le savez, mais que nous aurons le plaisir d'avoir une table ronde qui va être animée par mon ami Jean-Marie sur le capital risque, capital développement et l'AEC, qui sera donc intéressante, je pense, et nous aurons la présence de France Invest, quand même, qui viendra nous voir. Super. Passons à l'autre Antoine maintenant. Antoine, tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, ce que tu fais et pour quelles raisons tu le fais? Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ingénieur des mines de Douai, de l'IMT Nord-Europe, on dit maintenant. J'ai un parcours qui n'est pas celui du bâtiment dans lequel je suis aujourd'hui. C'est un parcours plutôt technique, avec un doctorat d'un côté, avec des problématiques jeux vidéo, des effets spéciaux pour le cinéma pendant tout un temps dans ma carrière. Mais je suis toujours resté très très proche en fait, de la robotique. Et à un moment, j'ai eu envie de créer. Et il y a eu une réflexion sur, quand on est roboticien, où est-ce qu'on crée? Le monde du bâtiment, c'était assez vide. Il y a très très peu en fait, de débouts, enfin, très, très peu d'opérations dans le bâtiment robotisé pour le moment. En revanche, il y avait pas mal d'opérations dans l'automobile, dans l'industrie. Donc, il y avait très, très peu de chances en fait, qu'un petit acteur comme moi puisse réussir. Et donc, de manière assez transparente, de manière assez évidente, le projet s'est orienté vers le bâtiment parce qu'il y avait, du fait de ses débouchés, en fait, parce que c'était très, très peu robotisé. Alors aujourd'hui, je comprends pourquoi c'était très très peu robotisé. C'est que, il y a des difficultés techniques, mais ce ne sont pas les plus grosses difficultés, puisqu'on arrive à robotiser le bâtiment, la preuve avec Antoine et la preuve avec les compagnons. Mais il y a également des freins qui vont être plus d'ordre culturel ou psychologique dans le monde du bâtiment. Je ne sais pas, je ne peux pas en fait me projeter dans d'autres pays que la France ou que les environs assez proches, mais on se rend quand même compte que de bouger les process, de bouger les manières de réfléchir, de bouger les manières de faire, eh ben c'est lourd. En fait, les gens sont pas prêts à innover, les gens sont pas prêts à prendre, à essayer d'autres choses. Il y a un amour du savoir-faire, il y a un amour du métier bien fait, qui est très présent, sur lesquels les acteurs en fait, s'accrochent énormément. Et aujourd'hui, il faut dépasser ça. En fait, pour pouvoir robotiser le bâtiment, pour pouvoir utiliser d'autres nouvelles méthodes, il faut aller au-delà, il faut oser, il faut prendre un peu de risque et il faut pouvoir faire autre chose que ce qu'on a toujours fait. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre démarche aujourd'hui. Voilà, on a un robot peintre qui fait les choses de manière plutôt efficace, avec une maîtrise technique. Et ben maintenant, il faut pouvoir prouver, montrer sur des chantiers, il faut pouvoir faire accepter cette nouvelle méthodologie de travail. Et c'est pas évident, et c'est un travail de tous les jours, et c'est celui dans lequel je m'inscris aujourd'hui. Voilà. Et toi, Antoine, contrairement à Antoine, tu as fait rentrer des financiers et pas des moindres.
Alors tout à fait. Alors c'est c'est une démarche financière qui est probablement un petit peu différente. Moi j'ai deux acteurs du monde du bâtiment qui sont deux fabricants de peinture en fait, donc deux industriels qui sont des concurrents. Donc l'idée en fait c'est qu'ils puissent nous accompagner à la fois sur la partie technique, compréhension du bâtiment, compréhension du métier, mais aussi sur la partie distribution. Et donc avoir accès à ces grands acteurs qui sont déjà en lien avec nos futurs clients, pour nous c'est assez essentiel. On a une toute petite boîte, aujourd'hui on a une dizaine de personnes. Et on a un secteur, on a un marché qui est très très éclaté. On va avoir beaucoup d'acteurs assez petits qui vont être distribués un peu partout en France. Et donc il faut une force de frappe commerciale qui est assez costaud pour pouvoir l'adresser. Donc construire cette force, la rendre efficace et la rendre suffisamment importante pour pouvoir aller dans toutes les villes de France et de Navarre, c'était quelque chose qui nous a semblé hors de portée. Et donc on l'a fait au travers de partenariats. Cette distribution, on l'a fait au travers de partenariats. Et donc on a deux grands acteurs, AkzoNobel et Unicalo pour pas les nommer, qui sont donc des fabricants de peinture d'ordre français d'un côté et mondial de l'autre, qui nous accompagnent sur ces sujets et qui nous ont accompagnés sur les deux dernières levées de fonds. Super, super, merci Antoine. Alors Marc, Jérémy, on va passer la parole à Marc sur le Zoom. Marc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, s'il te plaît, de Erudite? Moi, je suis impressionné. Moi qui suis un amoureux de la techno, je suis impressionné par ce que vous faites et par ce que Philippe Lebas mène avec toi. Tu peux nous en dire deux mots? Et après, j'aimerais aussi que tu nous donnes quelques mots et ta vision sur la cobotique, hein, c'est-à-dire la conjonction de la machine et de l'homme, et comment le langage naturel, d'après toi, peut faire évoluer cette démarche. Oui, merci Dominique, merci déjà, et puis bravo pour cette organisation. Alors on est vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. On est soumis aux aléas des transports et diverses grèves, hein, donc c'est ce qui fait que je participe à distance. En tout cas, le cœur y est et bravo pour ce que vous faites. En tout cas, j'ai écouté aussi les interventions avant, c'était très intéressant. Alors, Erudit, qu'est-ce que c'est? Erudit, c'est une PME française qui existe depuis 10 ans, qui rassemble 25 personnes sur le sujet de l'intelligence artificielle vocale. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle vocale? Ce sont des technologies qui vont vous permettre d'interagir avec n'importe quel système, n'importe quelle machine, n'importe quel robot, cobot, véhicule par la voix, et vous allez le faire en langage naturel. Ça veut dire que vous n'avez pas de mots-clés à apprendre. Vous pouvez finalement remplacer les écrans, remplacer les claviers, les souris, les IHM, les vieux systèmes SCADA, tout ce que vous voulez, et vous allez interagir avec la machine comme si c'était un collègue. Vous allez lui parler de façon tout à fait normale, tout à fait fluide et spontanée. Donc, on peut imaginer qu'on se retrouve devant une machine, comme ça, on lui dit « Ok, bonjour, à quoi tu sers? Est-ce que tu peux m'aider dans ma mission, dans ma tâche ou alors j'ai une question sur ceci, sur cela. » Voilà. Et donc, ça, vous voyez où je veux en venir. C'est quelque chose aujourd'hui qui fait un buzz important parce qu'on parle de plus en plus de large langage modèle. Donc, c'est des nouvelles technologies, en tout cas dont les usages aujourd'hui sont très tendances et sont très mis en avant par les médias. Je pense évidemment à ChatGPT. Mais derrière, en fait, il y a toute une myriade de sous-technologies ou de différents aspects dans lesquels, en fait, s'inscrit Erudit. Puisqu'en fait, le propos d'Erudit, c'est pas uniquement d'offrir la voix ou à commander par la voix des systèmes et des machines, c'est aussi accéder directement à l'information de vos organisations ou de vos métiers. Donc, c'est vraiment ça la vision qui est portée par Erudit, et c'est pour ça aussi que de plus en plus on parle d'une nouvelle ère en fait dans les interfaces humains-machines. Et cette nouvelle ère, on la sent tous aujourd'hui depuis le buzz qu'il y a depuis quelques mois, mais c'est quelque chose qui va en fait ne faire que croître. Ça va s'accentuer parce que c'est pas qu'une question de hype en fait. Il y a vraiment je ne vais pas parler forcément de rupture technologique parce que ça, c'est des choses que nous, on savait faire et qu'on voyait déjà depuis quelques mois ou quelques années. En revanche, il y a une vraie prise de maturité dans les usages chez le grand public et chez les professionnels qui vont faire que ces sujets vont vraiment accélérer et se déployer très largement à travers les métiers. Et ces sujets, c'est quoi? Ben, c'est surtout une vraie révolution sur les interfaces. On ne va plus interagir avec les systèmes comme on le faisait précédemment. On le voit vraiment, par exemple, avec Google, entre guillemets, qui est passé en mode panique et qui a rappelé aussi ses fondateurs.
en se disant, ah là là, il se passe quelque chose, on est en train de rater un moment historique. Donc, on voit qu'il y a un espèce de frémissement colossal qui traverse toute l'industrie logicielle actuellement, parce qu'il y a justement une accélération de l'automatisation à travers des usages qui s'appuient donc sur les technos du langage naturel, des langages de modèles très larges, et puis de différentes briques d'intelligence artificielle qu'on peut trouver. Et je sais que récemment, vous avez fait une preuve de concept avancée avec un éditeur de logiciel 3D. Tu peux en dire deux mots, juste pour illustrer un peu ton propos, là? Ouais, on a le droit enfin d'en parler, mais on a signé avec Dassault Systèmes, hein, donc c'est quand même un leader incontournable dans le monde en plus pour tous les sujets qui touchent au BIM. Et donc on avance avec eux, avec Diota qu'ils ont racheté récemment, hein, qui est donc un leader de l'assistance aux techniciens par réalité augmentée. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour eux? Mais en fait, on va permettre aux opérateurs, aux techniciens, aux agents d'intervention, d'interagir directement avec un système Diota Dassault Systèmes par la voix. Donc en fait, vous lui parlez comme un collègue, vous lui dites OK, lance-moi un nouvel ordre de travail, affiche-moi telle pièce, donne-moi telle information, repasse-moi ce film-là, affiche-moi ce calque-là, etc., etc. Super, super. Et donc, il va y avoir une communication officielle dans quelques temps. Donc tu as un peu le scoop. On a une première, alors merci, super. Vous, messieurs, les deux Antoine, comment vous voyez ça, langage naturel? Alors, bien évidemment, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais est-ce que c'est pour demain ou pas? Dites-nous vraiment ce que vous pensez. Hein, c'est pas parce que Marc est là qu'il faut le ménager. Justement, la semaine dernière, on a fait une expérience. On avait un Ironman gigantesque à qui on a doté de la voix. Donc, je voulais ChatGPT en réactivité directe et on m'a dit, bah non, ça fait pas la reconnaissance vocale. Donc, Érudite, si tu veux essayer à la Citadelle de mettre un POC, on voulait parler à Jean Coman, en fait, parce que c'est la costume de Jean-Marc Jancovici qui représente la surutilisation de l'énergie. C'est un Ironman. Donc, on a mis ça pour le Shift Project chez nous. Donc s'il pouvait parler, ce serait génial. Alors notre machine, si on peut lui parler et lui dire lance une couche, bah vas-y. Mais bon, pour l'instant, nous, nos priorités, c'est clairement qu'elle fonctionne le mieux qu'elle peut. Qu'elle parle, ça va être indispensable, j'imagine, à moyen terme, effectivement. Donc on est très heureux qu'il y ait d'autres gens qui travaillent ces sujets. Non, ça semble pas fou. Non, complètement. Après... c'est Rage Against the Machine. Enfin, tu vois, il y a tellement de problématiques associées et d'éthique sur les machines qui parlent qu'un robot qui construit qui parle, ça fera peut-être moins peur d'ailleurs qu'autre chose. Mais... Toi, Antoine? Alors moi, j'ai des problématiques d'interaction qui sont assez poussées avec des gens qui ne sont pas forcément très formés. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'interface homme-machine. Et ça, on a un brevet d'ailleurs sur le sujet. Et on arrive aujourd'hui à une maîtrise qui est assez intéressante. Cela dit, il y a pas mal de gens autour de la machine qui ne sont pas forcément les opérateurs de la machine. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui passe à côté et puis, je sais pas, qui a envie de l'arrêter pour une raison ou pour une autre. Où il peut y avoir, il peut y avoir des interactions par d'autres personnes que l'opérateur. Et donc je me dis que pour certaines opérations simples, ça peut être intéressant de pouvoir interagir avec la machine au travers de la voix sur quelques opérations. Arrête-toi, mets-toi en pause, reprends. Et ça, j'y vois un intérêt. Basique, quoi. Tout à fait. Super, super. Ben, écoutez, messieurs, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes vraiment trois des sociétés que j'estime être les plus innovantes en France. Je vous remercie à tous de vous être mobilisés. Merci et à bientôt et bon appétit. Merci.